Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis, le podcast Histoire de Radio Ma'arif est de retour. Nous sommes très contents de vous retrouver après une longue pause et pour fêter ce retour, nous n'avons pas convoqué un historien, contrairement à notre habitude, mais deux s'il vous plaît, appréciez la performance, puisqu'à ma gauche se trouve Abdallah Fili. Salut Abdallah. Bonjour Sereda. Comment ça va? Très bien. Bon, et en présentiel en plus, on a en présentiel et à ma droite, une fois. en présentiel également, Mustafa Kadeli, revenu de son long confinement de Menati. Bonjour. Comment ça va? Ça roule. Eh bien écoutez, je suis très content de vous voir, je suis très content de redémarrer et je voudrais vous proposer un thème aujourd'hui qui m'a semblé nécessiter vos lumières. Puisque on a l'impression qu'il y a aujourd'hui tout un intérêt pour l'histoire. Alors je ne parle pas de ce podcast, c'est juste un élément parmi d'autres. Je parle du fait que, par exemple, il y a énormément de capsules sur Internet qui trouvent beaucoup de succès. Si vous tapez Saadien ou Al-Mouhad sur les réseaux sociaux, vous allez avoir des dizaines et des dizaines de discussions. Alors elles ne sont pas toutes très éclairées. Ça tourne beaucoup autour des problèmes ethniques et de revendications. Bref. Si vous lisez attentivement la Constitution de 2011, on parle d'héritage andalou, amazir, socle africain, arabe, hébraïque, etc. Donc on a vraiment l'impression aujourd'hui qu'on est dans une sorte de recherche de nous-mêmes, de recherche de notre passé. Et j'en veux pour preuve que les programmes scolaires ont changé, n'est-ce pas Mustafa? Oui. Ils ont changé comment? Paraît-il, cette année, on a, en tout cas pour le moment, changé les programmes scolaires du primaire, de l'histoire, de la géographie, de l'éducation civique pour le niveau 4e, 5e et 6e année. Et la révélation, en tout cas, ça redonne un petit peu la place que mérite ce pays, à commencer par Héroud. Je veux dire, on parle d'Héroud, on parle de l'homme de Sidi Abdelrahman, des carrières Thomas, de Tafouralt. C'est-à-dire là, en tout cas, le berceau de la présence humaine au Maroc. Peut-être même, c'est pas encore, je veux dire, on peut pas dire le berceau de l'humanité, mais l'un des berceaux de l'humanité par rapport à cet homme de Jebel Héroud, qui est inclus cette année dans le programme scolaire. Et on parle après juste cela de la Hadar al-Amaziriya ou la civilisation amazigh. Donc c'est fini les grottes. Malheureusement, malheureusement pour les gens qui aiment le pittoresque, c'est fini le Kouhouf et le Maghawir. Le Kouhouf et le Maghawir c'est universel, je veux dire, j'insiste beaucoup sur ça. Je veux dire, sauf que la manière avec laquelle on nous a donné cela ici, comme si c'était spécifique à ces je sais pas, ces barbares qui venaient du Yémen et du Shem, etc. Ça te fait plaisir, ça, Abdallah, c'est une bonne nouvelle. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle, en quelque sorte que le Marocain se retrouve en quelque sorte dans l'histoire enseignée, que ce soit dans les niveaux scolaires, bien évidemment, et universitaires. Et pas uniquement à retrouver, en quelque sorte, l'image d'un Maroc qui reçoit finalement tout, y compris au niveau scientifique, au niveau architectural. À chaque fois qu'il y a une belle chose au Maroc, il fallait aller lui chercher des origines exogènes. Et ça, c'est véritablement un problème. En plus, bien évidemment, les Marocains sont multiples. Il faut que chaque composante de du Maroc, cette diversité culturelle, se retrouve en quelque sorte dans les programmes scolaires. C'est la moindre des choses. Et j'espère que cette diversité se retrouve par la même occasion dans les médias, justement. À la télé, à la radio, etc., et qui correspondent véritablement à cette diversité variété. Tu parles diversité linguistique, diversité physique, diversité... Tu as signalé la Constitution de 2011, qui insiste sur ses origines. On parle d'origine arabe, amazigh, africaine, hébraïque, andalouse, et ses affluents enrichissants. Et c'est très important que chacun de nous, en quelque sorte, que ça soit dans les origines, serait amazigh ou arabe ou juif ou africain ou noir, etc., se retrouve dans cette histoire
qui est l'histoire du Maroc, avec ses côtés négatifs et ses côtés positifs. Et ça aussi, c'est une démarche scientifique très importante. Il ne faut pas profiter de cette diversité pour cacher les aspects négatifs de notre histoire. On n'est pas censé faire une histoire positive, en quelque sorte, ou heureuse. On est censé faire une histoire réelle, honnête, et que finalement, c'est notre histoire. Au-delà de quelque chose d'un peu facile, glorieux, pas glorieux, il s'est passé tellement de choses chez nous que c'est intéressant à savoir, c'est intéressant à comprendre, et ça crée forcément une affinité avec notre passé, même dans les moments les moins glorieux, ça crée un lien de s'intéresser à ce qui s'est passé chez nous, tout simplement, hein. Au-delà de l'exploitation politique ou j'ai envie de dire nationaliste ou patriotique, c'est plus de la connaissance qu'il nous faut que des moments de gloire un peu forcés, hein. La gloire, c'est né avec les histoires d'État-nation en Europe. Vous savez, on est passé d'un état des empires de diversité, de patchwork, justement, où les empires étaient une composition de peuples, de langues et tout cela, avec les histoires de nationalisme. Qui datent que d'un siècle à peu près. Milieu du 19e siècle, hein, je veux dire, le plus lointain qu'on peut remonter, c'est un peu ce qu'on appelle un petit peu les révoltes de 1848 en Europe. Hein. Je veux dire, ça touche un petit peu, ça commence par la Pologne, l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, la débandade de certains empires, le début de l'État-nation, surtout après la Première Guerre mondiale, où on a plein d'empereurs qui sont partis en exil. On a la France qui devient une république en 1871 par hasard. Hein. Je veux dire, c'est pas malgré ce qu'on entend aujourd'hui, c'est juste par hasard. Je veux dire, il y avait un choix à faire, continuer avec un royaume, avec un empire, non une république, et finalement ça a duré 2 ans avant qu'il se décide. Je veux dire, rien n'est le fruit de quelque chose d'évident, quelque chose d'ancré. C'est-à-dire qu'on a tendance, moi je suis plus extérieur que vous, on a tendance à considérer ce qu'on a aujourd'hui sous les yeux, dans lequel on a grandi et dans le monde dans lequel on évolue comme une sorte d'évidence immuable qui ne peut pas être autrement. En fait, la majeure partie de l'histoire de l'humanité s'est fait dans des systèmes différents que celui qu'on connaît, de systèmes de frontières beaucoup moins hermétiques, de nations moins claires, voilà, il n'y avait pas de Coupe du Monde du temps des Almohades, mais on ne sait pas très bien, voilà, on n'est pas sûr de où ça s'arrête, où ça commence, qui s'en revendique. Enfin, il faut accepter ce flou, quoi. L'une des raisons justement de cette volonté d'aplanir toutes les différences, de chercher l'homogénéité, etc., c'est justement de dire, il faut centraliser tout par un État omnipotent, omniprésent, etc. Il faut éviter les conflits parce que cette variété, cette richesse en quelque sorte culturelle, linguistique, une langue, un drapeau, une religion, exactement. Oui. est complètement faux. Et dans l'histoire du Maroc, il n'y a jamais eu ça. Autant des Idrissides, des Almoravides, le fait tribal sur les Idrissides, le fait tribal sur les Almoravides, le fait doctrinal, idéologique, on va dire, sur les Almohades, etc. Il y a une variété, une richesse qu'il ne faut pas oublier de signaler chaque fois. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que après l'indépendance, on s'est retrouvé devant cette idée moderne à l'époque de un État, une nation, des frontières claires et quelque chose d'un peu monoculturel qui n'existait pas avant et qui est en train de se diluer presque aujourd'hui, c'est ce que vous dites? Oui, c'est un peu le temps colonial. Je veux dire, ce que l'Europe a connu en termes de conflits, de naissance de nouvelles idéologies, de nouveaux challenges pour les pays européens, cela, ça a été transféré par les colonisateurs, par la connaissance, par l'école, et c'est là qu'on commence à parler de langue unique, une seule langue nationale, langue sacrée. Alors que par exemple la France, pendant la Première Guerre mondiale, avait un problème avec ses soldats puisqu'ils parlaient des patois locaux. Et justement, c'est ce qui a fait éradiquer les patois, parce que le nombre de personnes qui sont mortes, qui ne connaissaient pas le français pour comprendre les ordres des officiers, était tellement impressionnant que par les erreurs de commandement, comme on disait, c'est-à-dire les gens ne comprenaient pas ce qu'on leur demandait, tout simplement, parce qu'ils ne sont pas passés par l'école. Et c'est là que l'école joue un rôle très important dans la diffusion de la langue qu'on appelle aujourd'hui le français, alors que c'est absolument pas une langue sociale à la base, c'est une langue de laboratoire. Peut-être les gens vont être étonnés, mais c'est absolument pas une langue territoriale. Peut-être elle avait un petit territoire, mais elle n'était pas comme ça, puisque ça commence avec l'école de Port-Royal. Et quand ils arrivent chez nous, ça commence par l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, après la Mauritanie, le Sénégal, etc. Je veux dire, ça focalise essentiellement sur cette histoire de langue. Et
Et à partir de là, vous ne pouvez pas être une nation si vous n'avez pas une langue unique, etc. Ça, c'est donc la doctrine française qui va être reprise par les nationalistes aussi, il faut le dire, après l'indépendance, et qui vont continuer dans cette idée d'une langue, un pays, un drapeau, une religion, qui est, je le répète, parce que je viens de comprendre ça, pas une idée qui était évidente 100 ans avant ou 200 ans avant. C'est pour cela qu'on ne peut pas regarder le passé avec les yeux d'aujourd'hui. Ouais, c'est dur, en considérant que, par exemple, à l'époque almoravide de la saadienne, on écrivait en arabe, mais ça ne veut pas dire que c'était parce que c'était la langue nationale dans le sens où on le voit aujourd'hui. C'était la langue du savoir que les juifs utilisaient, les chrétiens également, et que le problème de la langue ne s'opposait pas de la manière avec laquelle il s'oppose aujourd'hui. Ouais. Et que rien n'empêchait justement d'écrire en berbère, en tamazirt, mais en caractère arabe. Il y a des manuscrits depuis le XIe siècle, absolument. Des dictionnaires, des traités de médecine, etc. Du fiqh. C'est-à-dire de la maziriam, vous savez, nous on a appris également qu'il y avait même du portugais qui s'écrivait avec les lettres arabes. Oui. Voilà, oui, c'est-à-dire qu'Azmour, Mazagan, etc., pour communiquer très souvent, utiliser les lettres arabes comme on le ferait aujourd'hui avec des lettres latines pour écrire de l'arabe. Je sais pas si. Voilà. Oui, c'est historique, c'est normal. Jusque-là, c'est normal. Est-ce que vous, des professionnels de l'histoire, vous sentez aujourd'hui un regain d'intérêt pour ces questions, ou c'est une vue de l'esprit, ou c'est un optimisme que je construis dans ma tête? Est-ce que vous sentez ça? Le débat de l'identité ne date pas d'aujourd'hui, il faut le dire, mais avec justement les moyens d'information et le rôle que les mass-médias ont joué justement ces dernières années dans la diffusion du savoir, dans en quelque sorte la mise à disposition du patrimoine, de l'histoire, de l'identité, de la langue, etc., à la disposition des populations, ont fait qu'il y a un regain d'intérêt. Donc vous le sentez? Bien sûr, je peux vous dire que ça ne concerne pas que les villes. Ça concerne le moindre village perché que j'ai vu personnellement dans l'Anti-Atlas. Il y a une revendication culturelle. À chaque fois qu'on fait des fouilles dans un village reculé, les gens s'intéressent et surtout la jeunesse s'intéresse. Oui. Un peu moins les vieux qui considèrent l'archéologie comme les archéologues en tout cas comme des chercheurs de trésors et parce qu'ils en avaient vu. Ça fait 4 ou 5 fois que tu viens dans ce podcast et tu nous as toujours pas montré ton trésor. Parce qu'on est tous sûrs qu'il y en a dans le corps de ta voiture. Al-Kenz, il est entre les mains, justement, et dans les articles qu'on publie collectivement et qu'on met à la disposition de du grand public. Ouais, c'est un Kenz inestimable. Mais bon, il ne sert pas à rembourser les crédits, quand même. Non, pas du tout. Et on ne cherche pas non plus à être riche ni à se faire de l'argent. On a un métier qui est passionnant et on est mobilisé, justement, dans ce domaine parce qu'on est passionné par ce qu'on fait. Oui, Mustapha, c'est déjà un grand plaisir. Ça, ce que tu dis est important. Hein. Nous, on est de l'autre côté du micro, on pose des questions. On a été surpris par le nombre d'intervenants qui sont passés dans le podcast, qui sont des passionnés. C'est-à-dire que parfois, je dois appeler un historien qui a fait avec nous un podcast pour une petite question et il se retrouve à me donner beaucoup d'infos. C'est pas du tout une population à laquelle vraiment je veux rendre hommage dans cette minute, qui a le cœur sur la main quand il s'agit de partager ses connaissances. Et d'ailleurs, Mustapha Kadeli en fait partie. Est-ce que tu sens, toi aussi, pour revenir au thème, cette passion, est-ce que c'est un regain? Est-ce que ça a toujours eu lieu? Ou est-ce qu'il se passe quelque chose là? Il y a toujours une quête en tout cas, parce que déjà dans les périodes précédentes, quand on voit le nombre de chroniques, des historiens, les gens qui ont écrit, qu'est-ce qu'il y a possible, Khaldoun ou l'Al-Baïder ou bien Fishtali ou quelqu'un d'autres périodes où le Nasiri a écrit. Il y a bien sûr le plaisir, il y a la passion, et il y a toujours cette quête un petit peu de mémoire du passé pour en prendre les leçons. Parce que toujours, cette histoire de leçon qui est fondamentale. Aujourd'hui, bien sûr, il y a un regain, mais justement, il y a un problème de leçon, parce que n'importe qui peut aujourd'hui parler de l'histoire du passé, soit sur la base d'hypothèses, soit en compilant 2 ouvrages ou quelques photos glanées à droite et à gauche pour faire une chaîne YouTube, etc. Mais c'est pas aussi évident que cela. C'est un métier de professionnel. C'est aussi, surtout, une question de regard et d'optique. Croiser énormément les données. Des fois, combien de fois on croit que telle vérité est véridique parce que telle source et telle source l'ont écrite, et puis avec le temps, soit par l'archéologie par exemple, et je suis vraiment admiratif du travail qu'ont font les archéologues dont Abdallah est l'un des pionniers aujourd'hui, parce que j'insiste beaucoup, on en avait parlé, comment l'archéologie pourrait nous aider également à parfaire nos connaissances et surtout à ajuster certaines
connaissance, parce que des fois, on sait que l'écriture peut se faire sur commande, comme les gens qui font aujourd'hui du travail pour des raisons de vulgarisation d'histoire, mais pour des raisons multiples, qui ne sont pas forcément pour faire connaître ce que s'est passé, que plutôt lire le passé avec des yeux ou avec un regard ou une optique particulière pour des raisons particulières. Or, l'archéologie, il est là, et comment ce pays est riche, tellement riche en éléments d'archéologie qui retracent les différentes périodes depuis Hérode jusqu'à aujourd'hui. L'exemple typique de ce que tu dis, si vous voulez faire l'exercice, vous allez sur les réseaux sociaux, vous tapez Almohad et vous allez tomber sur des dizaines de personnes qui s'écharpent sur l'Empire almohade, c'est le Maroc. Non, l'Empire almohade, c'est Abdelmoumen, c'est un Algérien. Vous allez trouver, et ce qui n'a aucun sens comme débat, et vous allez trouver ça, en deux lignes, ça bascule à l'insulte. Vous imaginez, c'est la loi, c'est la dure loi de 2020, mais ça traduit un peu ce que tu dis, c'est-à-dire lire le passé avec les yeux du présent. Oui, c'est les résidus du nationalisme. Non, je suis marocain, je suis algérien, je suis tunisien. À l'origine, nous sommes tous ce qu'on appelait Bilad al-Maghrib, maghrébins. Ce podcast, on l'a appelé vers une nouvelle lecture de notre histoire. Elle implique quand même cette nouvelle lecture, une relecture, une réécriture parfois douloureuse des mythes fondateurs. On a aujourd'hui des certitudes qui nous ont été enseignées à l'école, des zones d'ombre qu'on a choisi de ne pas éclairer. Je pense en particulier au Maroc pré-islamique, à la conquête omeyyade, je pense à Moulay Idriss, je pense au rôle de la tribu, par exemple, qui a tout longtemps été considéré comme une sorte de chose muette. C'était le fameux mot de Abd al-Alaoui, et qui n'est pas très intéressante à étudier. Le rôle du peuple marocain également dans des moments difficiles de son histoire, ou même en l'absence de pouvoir central, typiquement à la fin des Saadiens, a réussi quand même à repousser les conquistadors. Il y a quelque chose qui risque d'être douloureux dans cette nouvelle lecture. Je sais que vous, par exemple, qui connaissez bien l'histoire, vous baignez dedans, donc ça vous semble des évidences. Mais quand on porte votre parole en dehors des cercles des passionnés, très souvent on surprend les gens. C'est nécessaire en tout cas d'approcher l'histoire d'une façon cartésienne. C'est pour ça que Mustapha a parlé d'une profession. C'est une méthode, c'est une science qui nécessite justement un questionnement critique et douloureux, pourquoi pas, oui. Parce qu'on n'est plus dans le nationalisme, on n'est plus dans l'idéologie, on n'est plus dans la facilité justement que peut suggérer des conférenciers de grand public ou des raconteurs d'histoire ou quelque chose comme ça. On n'est plus dans cette perspective, on est dans une histoire cartésienne, positiviste donc du coup, et qui nécessite donc des moyens de dire ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas, les sources dont nous disposons, les limites de ces sources, leurs critiques internes et externes, etc., qui nous permettent tout simplement de remettre en question des évidences. Et c'est ça le processus justement d'une histoire. Est-ce que ce processus est engagé? Est-ce qu'on est capable de le supporter, Mustapha? Bien sûr, on est capable. Alors, parce que, excuse-moi, je reviens sur ce que tu disais, ce que nous connaissons, ne connaissons pas. On est aussi dans ce que nous voulons connaître et ce que nous préférons ne pas connaître. C'est ce processus qui, pour moi, est douloureux par rapport au mythe fondateur sur lequel on est assis. On a hérité d'un grand historien français qui a historicisé un petit peu la notion de nation française, c'est la notion d'amnésie. On choisit ce qu'on oublie, voilà, et on choisit ce qu'on ne veut pas oublier. Mais c'est un processus également qui change avec le temps. Encore, je répète ce livre sur une étude du manuel scolaire aux États-Unis. Lies my teacher told me. C'est un livre sur les manuels scolaires, l'histoire des manuels scolaires aux États-Unis depuis le début de l'école. Et comment, jusqu'à aujourd'hui, on a juste, je veux dire, c'est un phénomène universel. Partout, on a essayé de construire une histoire sur la base de ces amnésies. De construire une histoire sur la base des amnésies, mais ne limite pas l'histoire aux historiens. C'est-à-dire que l'histoire, elle est également construite par les scénaristes de fiction, les romanciers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je vais parler des États-Unis, on a une première génération de western où les gentils cow-boys se faisaient attaquer par les méchants indiens. On se demandait quel était leur plaisir à part de les scalper. Mais on a également une deuxième série de fiction parce que ces Indiens-là ont pris la parole et même des gens qui sont intéressés à leur sort, où indépendamment de ce que raconte l'histoire scolaire, va finir par suivre. Tu as également une vague de sources qui te permet de nuancer clairement cette évidence. Donc il n'y a pas que l'école, il y a
a aussi l'imaginaire collectif, les fictions, les bandes dessinées, les blagues, etc. Et est-ce que... Mais les scénaristes, qu'est-ce qu'ils ont repris? Ils ont repris un petit peu la base de l'histoire qu'ils ont eue à l'école d'abord, sur la base des mensonges qu'on leur avait enseignés, et qui, parmi nous, n'était pas du côté du pauvre cow-boy qui se fait attaquer par le méchant indien. Oui, en plus, il ne parle pas l'indien. Non, c'est pour ça que c'est très important, justement, de passer d'une histoire, justement, de professionnels dont on a parlé, dont on a énuméré, on va dire, les mérites et l'importance, mais en même temps, il faut que le grand public, le commun des mortels, s'approprie cette histoire. Il la rend sienne, en quelque sorte. Et donc, si on diffuse pas cette science, ce qui n'est malheureusement pas notre fort, nous, universitaires et spécialistes de l'histoire et de l'archéologie, etc., il faut d'autres moyens de diffusion pour mettre à la disposition du grand public cette histoire. On a aussi un problème, moi je voudrais quand même vous faire un petit reproche, mes amis historiens. On a un grand problème pour... alors évidemment, les faits et gestes des princes, des rois, des ambassadeurs sont consignés en général par leur cabinet. Ils sont dans un centre lettré, disons, où il y a une grande concentration de gens qui savent écrire, qui savent lire. Dans un Maroc en grande partie analphabète à l'époque. Et on a très peu de récits, de sources, de savoir comment nos ancêtres qui n'étaient pas rois vivaient. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous manque très très souvent. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait corriger vraiment dans l'histoire du Marocain, quoi. Pas du prince saadien ni du prince, mais le Marocain à ce moment-là. En quoi le quotidien d'un bonhomme de Ezmour sous Brouata est différent d'un quotidien d'un Slaoui à l'époque? Non, on a des recherches, on a des études sur ça, sur l'époque médiévale par exemple, comme ça de mémoire. La pauvreté, elle est pauvre à l'époque médiévale. On a des documents. Pourquoi? Parce que les sources qu'on a, elles sont issues non seulement parce que à travers une source, on peut la lire de plusieurs manières. Il y a la chronique politique, les événements, les sultans, etc. Mais en même temps, ils nous informent sur le marché, sur l'économie, sur la disette, sur la sécheresse, sur les prix des céréales, sur est-ce que ça a augmenté ou ça a baissé. Je veux dire, à travers ces éléments-là, selon les spécialités, les gens sont capables de décoder. Abdallah, par exemple, j'imagine, à travers la poterie, la céramique et le design, ou non-design, il peut nous reconstruire une histoire à travers ces éléments-là, de détails que n'importe qui aujourd'hui peut trouver un bout de poterie, le jeter ou non, même pas y faire attention, alors que pour l'archéologue, non, c'est un élément fondamental, ça peut être un bout de tissu, qui peut nous donner une type de qualité de l'époque, et à partir de là, on peut imaginer, selon les grandes sources, sur les circuits économiques, sur les circuits des textiles, sur l'industrie des textiles, etc., on peut reconstruire complètement cette histoire. Ce n'est pas quelque chose de compliqué, sauf que on s'est beaucoup intéressé à l'histoire politique, c'est une question de génération. Depuis le début de l'école, chez nous, par exemple, au Maroc, avec le temps colonial, sur les recherches que les gens de la colonisation ont fait. Et ensuite, après l'indépendance, on a eu notre indépendance, et on a eu notre autonomie universitaire, si j'ose dire, mais nos professeurs des années 60, par exemple, ont imposé une norme à l'époque. Tu veux faire une thèse en histoire, si tu n'as pas un document écrit, tu n'as pas le droit, point à la ligne. Et de préférence, un document écrit marzanien, de l'État. C'est-à-dire, tu veux aborder... C'est la source fiable, quoi. Oui, pourquoi pas. Mais interdire, par exemple, on a raté beaucoup de mémoire orale, surtout le 20e et le 19e siècle, puisque jusqu'aux années 60-70, on a eu des gens qui ont vécu la fin du 19e et le début du 20e, ils ont vécu des événements historiques extraordinaire, mais malheureusement on a raté ces mémoires orales, ces bibliothèques vivantes, ce que l'UNESCO aujourd'hui parle des trésors humains vivants, des gens qui ont accumulé des connaissances, du savoir de certaines périodes, mais on a pris conscience de cela un peu tardivement malheureusement dans notre cas au Maroc, jusqu'aux années 90 et même après les années 2000, pour que cela puisse avoir. Cela ne veut pas dire que, parce qu'on est parti de l'idée que l'oralité elle est altérée. C'est vrai, mais l'écrit aussi, c'est quoi l'écrit? L'écrit, c'est un oral transcrit. À un moment T. C'est tout. Donc, je décide aujourd'hui d'écrire, je peux te le raconter oralement, comme je peux l'écrire avec un peu de, comment dirais-je, Disons que l'idée commune est de se dire comme ça a été écrit, ça n'a en tout cas pas bougé depuis que ça a été écrit. Et ben, le problème, c'est que tu gagnes du temps sur l'altérité. Tu te dis que tu gagnes du temps sur l'altérité. Les spécialistes du manuscrit, Allah ne peut pas me contredire là-dessus. On est obligé d'aujourd'hui de comparer 3 manuscrits du même texte, si on veut être sûr
parce que même le copiste peut commettre des erreurs. C'est vrai ça. Exactement. De toute façon, on sait bien qu'on peut dire des bêtises, mais on peut aussi en écrire, quoi. Dans quelles circonstances on a écrit? Tu as parlé de l'histoire événementielle qui était le propre de on va dire, de notre approche politique de l'histoire. Et la notion, comme a dit Mustafa, la notion de source historique a été complètement bouleversée jusqu'à justement la tradition orale qui posait problème, je me rappelle très bien, au début des années 90 au Maroc. Il y a eu des historiens, dont un que je connais très bien, Jdida, qui a mobilisé en quelque sorte la tradition orale dans sa thèse. Il a été massacré par le jury. Wow. Et donc il a fallu justement apprendre en quelque sorte à mobiliser ce genre d'informations, de sources d'informations, que l'historien bien évidemment traite au même titre qu'un écrit. L'écrit n'est pas une valeur sûre. Parce que l'intervention de l'écrivain, l'intervention du copiste, l'intervention sous quelle pression. Moi, je peux vous donner une histoire assez hallucinante. Je travaille dans une région, dans l'Anti-Atlas, et j'ai collecté un certain nombre d'actes notariés qui sont bien évidemment, normalement, irréprochables. Ces actes datent du début du XXe siècle, en fait, jusqu'aux années 50. Donc, les protagonistes sont encore vivants. Et donc, je pose la question à la personne en question. Ah, tu as vendu ta parcelle de terrain telle à telle. Il m'a dit non, j'ai pas vendu. Il m'a obligé de la lui laisser parce que c'est une parcelle qui est riche, qui est bien irriguée, etc., etc. Et donc, il écrit, finalement, on le situera où? De toute façon, on a passé suffisamment de temps au Maroc pour savoir que la masse des tampons, des timbres ne garantit pas, la réalité de la transaction. L'écrit est tout à fait, on peut lui reprocher toutes les limites et l'état on peut reprocher à une tradition rapportée. Mais pardon, peut-être l'histoire de ce chant, on sait pendant les disettes, ou pendant le système caïdal à l'époque coloniale, on peut vous enlever votre propre bien. Mais on vous amène chez le notaire et vous écrivez que vous avez bien vendu de votre propre gré. Le Adul voit très bien que vous n'êtes pas d'accord. Mais l'autorité dessus, le qaïd, surtout là, le pacha, écoute, je dirais, alors, l'acte notarié, il est correct. Vous avez vendu, monsieur, de votre propre gré parce que vous vous êtes présenté. Soit les moments de disette et surtout les pouvoirs qui... ça, c'est connu, hein, je veux dire, à l'époque coloniale, on a toutes les grandes figures du pouvoir, ils en ont usé et abusé jusqu'à, comment disaient les Français, jusqu'à faire suer le burnous pour que la tête ne se lève jamais. Cette réhabilitation de l'oralité par rapport à l'évidence d'un écrit beaucoup plus fiable, est-ce que c'est dans ce rééquilibrage que vous situez la mise en question de je répète, j'en ai déjà parlé, mais de cette évidence de la tribu est muette, la tribu ne parle pas, la tribu n'a rien à dire, c'est une sorte de pouvoir par le non. Est-ce que c'est dans cette logique-là qu'il faut revoir notre passé? Certainement, c'est un aspect qui est fondamental. C'est la théorie de l'Alaoui que je viens de résumer. Exactement. Non, sincèrement, c'est un aspect fondamental, l'oralité, justement, conquérir ces espaces énigmatiques, ces espaces qui sont souvent en conflit avec les pouvoirs centraux, etc. C'est un élément qui est fondamental, avec des études, justement, anthropologiques, sociologiques, qui nous permettent de conquérir en quelque sorte la mémoire de ces lieux. Mais à l'époque médiévale, par exemple, il y a des écrits qui permettent aussi indirectement d'atteindre cette connaissance du quotidien, etc. Je vous donne un exemple, par exemple, les fatawi, c'est-à-dire la jurisprudence, par exemple, où quelqu'un pose directement une question. J'ai une maison à Fès qui est en quelque sorte attaqué par l'eau utilisée par le voisin ou le moulin hydraulique utilisé par le voisin. Quelle est la solution que le mu'allim va nous proposer? Ça, c'est une question qui est destinée normalement au qadi parce qu'il faut qu'il prenne une décision. Ces éléments-là ne sont pas des éléments de l'écriture à proprement parler de l'histoire. Mais c'est des éléments indirects qui nous permettent de suivre les conflits, suivre les richesses des gens. Suivre, par exemple, les propriétés, suivre le régime foncier, par exemple, d'une capitale. Il y a des choses qui concernent ne serait-ce que la toilette, par exemple, qui concernent, par exemple, l'habit,
qui concernent les relations de voisinage, etc., etc. J'ai parlé de Fatawi, il y a aussi ce que les gens appellent les formulaires notariaux, c'est-à-dire finalement comment écrire un acte, l'authentifier pour qu'il soit reconnu comme source de légitimation d'une propriété ou d'un bien, etc., bien matériel ou immatériel. Donc on a dès le départ des sources qui sont laissées en fait pour compte depuis des années, voire des décennies, et maintenant on essaye de les redécouvrir, surtout pour des périodes reculées. Là, il n'y a pas lieu de mobiliser la tradition orale, mais de mobiliser ce genre de sources indirectes. Mustafa? Pour compléter un petit peu, je veux dire, on a pas, c'est pas un dualisme cette histoire d'oralité et d'écriture a priori. Hein. Je veux dire, ça peut se compléter parce que c'est ça le travail aussi de professionnel, ce travail d'enquête, un petit peu comme un inspecteur de police qui cherche, qui a un problème, une énigme, il a un cadavre et puis il doit trouver l'assassin et à partir de recoupements, d'éléments, d'hypothèses, etc., il avance. Et c'est pour ça que, par exemple, la toponymie, les noms des lieux peuvent beaucoup aider à comprendre des choses par rapport à des événements qui ont eu lieu quelque part, puisque les gens ont continué à appeler le lieu par l'événement qui a eu lieu dans ce lieu. Je pense là, comme ça me vient, on parle des Almohades, on a le Tlata Yaqub. Alors, certains disent Tlata par rapport à Tlat, le jour du souk Yaqub, ou bien d'autres prononcent Talat Yaqub, c'est-à-dire comment dirais-je, Talat un peu le ravin de Yaqub. Le Talvek. Le Talvek de Yaqub, justement, parce que Yaqub le Mansour, il paraît qu'il aimait bien partir à Nzaha là-bas, il avait une sorte de jnan. Dans la région de Tinmel. Tinmel, juste après Tinmel, sur la route de Tizintaz, de Tagundaft. Donc, un lieu où Yaqub le Mansour venait faire son Nzaha, peut-être la chasse ou juste passer du moment pour se reposer, etc. Nous avons un toponyme qui nous date un moment dans l'histoire, un roi. Ne parlons pas de Moulay Hassan Ier. Hein. Je veux dire, Tizi Moulay Hassan, Tesklut Moulay Hassan à travers le territoire, par là où il est passé, là où il campait, et ben, pratiquement ça prenait son nom. Hein. Je veux dire, là, encore aujourd'hui à Azrou, juste à côté, pas loin, on a un quartier qui s'appelle Tizi Moulay Hassan. C'est là qu'il avait planté ses tentes lors d'un voyage de Harka, etc. Donc, d'où l'importance de la toponymie. Et pour de l'espace. La mémoire de l'espace est très importante. Et l'archéologue d'ailleurs peut le confirmer par rapport à la localisation des lieux et des sites, par rapport aux noms donnés par les gens et comment on peut comprendre par deviner un petit peu par le nom des lieux quelque chose qui pourrait être important. Je ne sais pas si vous... Église, en quelque sorte, qui est complètement perdue dans l'historiographie marocaine, en fait, qui est le lieu de naissance du Mahdi Ben Tomart, le lieu du départ du mouvement Al-Mohad et non pas Tinmel. Qui t'a valu ton ballon d'or, là. Voilà. C'est comme ça que je le dis. Ah, ça c'est pas mal. Oui, on a un ballon d'or. Ça j'aime bien. J'aime bien. Et donc en fait, on l'a découvert en grande partie grâce à la cartographie, parce que sur la carte topographique que les historiens n'ont jamais utilisée, qui est faite au début des années 70, quand le gars du bureau de la cartographie a posé la carte sur le bureau, et j'ai vu Jbel Mahdi Ben Tomart. Et c'est bon, j'ai découvert le site que tout le monde cherchait de regarder la carte. Depuis le début du siècle. Tout le monde cherchait église. Wow. Et au mieux, quand j'ai raconté cette blague à mon collègue français, avec qui on a découvert le site, je lui dis j'ai trouvé un toponyme intéressant, il faut qu'on aille voir. Il se moquait de moi en fait en disant non mais il faut arrêter là, c'est trop facile en fait. Au point où, quand on a annoncé la découverte, en fait, tout le monde nous prenait pour des fous. Ils disaient ça fait 1 an que vous avez intégré l'université, aussi bien mon collègue que moi-même, et vous faites cette découverte majeure. C'est pas possible. Il suffisait de lire la carte. Parfois, il suffisait de lire la carte et surtout de mobiliser justement cette mémoire des espaces, la toponymie, pour pouvoir faire des découvertes majeures. Alors, je peux te raconter juste l'histoire, comment la carte, je peux imaginer. J'ai travaillé, je suis géographe à l'origine, n'oublie pas. Comment les Français faisaient la cartographie, parce que nos cartographes des années 70, soit on a reproduit la cartographie de l'époque coloniale, général. Ils demandaient aux gens. Et tout simplement, à l'époque coloniale, j'ai trouvé ça les récits, justement, des officiers topographes qui faisaient cela, et ils demandaient. Et d'ailleurs, il y a plein d'anecdotes sur aussi les noms des lieux qui sont complètement imaginaires quand un topographe demande comment ça s'appelle, je sais pas.
Et elle dit, bon, جبل ما عرفتش. là, le mamelon de Zineb. Ça lui rappelait une femme et donc... Le topographe. ouais. D'accord. Topographe français, donc هذا البزولة ديال Zineb. D'accord. Qui est Zineb? Va savoir. Une dame qu'il avait connue. Non. Moi, nous sommes dans les années 20, dans la région d'Azrou, justement. Donc on n'a quand même pas eu, je répète, des jebel, ça n'existe pas quand même. Si tu imagines. Non, c'est très rare que les gens ne savent pas, sauf quand on demande à quelqu'un qui n'est pas du coin, ou éventuellement, mais c'est très 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 rare, parce que justement ce qui est fort aussi chez nous, parce qu'on voit toutes les montagnes, les déserts, les plaines, les espaces vides qu'on dit qu'ils ne servent à rien, mais au fait il n'y a pas un petit bout qui n'a pas un nom. Et c'est ça qui est fort aussi. C'est incroyable. Et ça, justement, Jebel Ben Tomart, personne dans la région appelle ce Jebel Ben Tomart. Tout le monde l'appelle Église, c'est-à-dire son nom. Mais tellement le lieu est imprégné par la mémoire des Ben Tomart que, bien évidemment, le cartographe, il dit, écoute, moi, je m'en fous, je mettrai Jebel Ben Tomart au Hennina. 1000 ans après, le nom est resté. Là, Quoique j'imagine, parce qu'après les opérations terminées dans la région en mars 1934, au début on faisait des trucs d'avion juste pour les opérations, mais après on fait de la cartographie dans les normes. Oui. Et peut-être que la mémoire orale à l'époque, entre Église et le Mahdi, le topographe a choisi le Mahdi. Exactement. Peut-être il a senti qu'il y a quelque chose d'historique, de plus fort, fondamental. Mais le mot était utilisé. C'est sûr que la source orale a prononcé le mot. Sinon, le technicien... Non, c'est pour ça. C'est pour ça, justement. Je me dis que la tradition orale présente sur place, comme ce qui nous est arrivé, nous, quand on est allé, on leur dit Église, oui c'est ça. Alors Église c'est quoi? Bien évidemment le lieu de naissance du Mahdi Ben Tomart, le lieu de refuge du Ben Tomart, le Mouahidine, etc. Et le gars flashé. Bien évidemment a flashé. C'est une histoire merveilleuse. Est-ce que tu as dédicacé à ce topographe ton ballon d'or? Non. Il le méritait. Il le méritait. Et en plus des historiens locaux, des érudits locaux, justement, je parle d'un Abdelhamid al-Ba'amrani qui était prof d'histoire dans le Ma'ad al-Islami Bitaroudant et qui a fait le voyage sur place. Mais en quelle période? Début des années 1971. D'accord. Mais comme il était vraiment vieux, il ne pourrait pas faire l'ascension du Jebel, qui dure 45 minutes, il faut être physiquement relativement fort. Il a renoncé. Il a regardé avec des jumelles, il nous a fait un récit complètement imaginaire, en disant des pierres sont énormes, alors que c'est des affleurements rocheux, naturels, géologiques en fait, et pas de pierres en fait. Mais quand tu dis qu'il a fait ce récit, il a écrit ou il a écrit. Et nous, on l'a découvert en fait ce récit. Bien après la découverte. 2 ans après la découverte. En fait, c'était celui qui avait commencé ton travail, quoi. Complètement. Voilà. Et c'est pour ça qu'on l'a dit texto que la découverte ne nous revient pas. On a découvert le site archéologiquement, mais en fait, les érudits locaux connaissaient largement le lieu. On entend de toute façon à quel point vous êtes passionné. J'ai une petite question à vous poser un peu. On va se détendre, on peut s'amuser. On n'est pas... Quelle est votre période préférée? Voilà. Quelle est votre période préférée et pourquoi? Mais rapidement, répondez-moi à ça. Si vous pouviez, si vous deviez avoir la machine de retour vers le futur, vous iriez où? Qu'est-ce qui vous fascine? Quel moment? J'avais posé la question à une dame à laquelle je voudrais vraiment rendre hommage, Madame Halima Farhat. Et il m'a répondu les Almohades. Je dis, mais les Almohades. Il ne peut pas dire le contraire. Justement, parce qu'il en était spécialiste et surtout qu'il a vraiment laissé de côté le côté politique pour s'intéresser à la science, au savoir, au sophisme. À la nourriture. Non, mais enfin, c'est le serpent qui se mord là qu'elle s'y intéresse aussi parce qu'elle est fascinée. Donc, si on lui demande de... Enfin, je veux dire, à la base, il y a un intérêt, une fascination. Oui, il a cherché, mais je crois que quand même, bon, c'est une période assez intéressante comme toutes les périodes. Et toi, tu retournerais où, toi? Oh, moi, je suis à Volubilis, là. Lequel? Je suis à Walili. Je suis à Walili de Yuba 2, oui. Je crois que le temps du Yuba 2 avec Séléné Cléopâtre, avec Ptolémée, avec Euphorbe, le médecin qui nous a donné le nom de la plante qui nous donne l'un des meilleurs miels. Je veux dire, bon, c'est un peu passionnant le voyage qu'elle avait fait pour un petit peu découvrir les paradis Canaries. Je veux dire, je trouve quand même cette période assez fascinante parce que d'abord, on n'en sait pas beaucoup, moi non plus. Je veux dire, j'en sais, mais
je reste toujours sur ma faim, parce que, vu la période, vu le temps, la question de temps, il m'intrigue encore, peut-être c'est pour ça qu'elle me capte un petit peu, et c'est comme ça qu'on fait de la recherche également dans ce métier. Mais je voudrais juste porter une précision, je veux dire, on ne demande pas aux citoyens d'être un érudit. Mais si aujourd'hui on habite dans un pays, qu'on partage tous un territoire, c'est qu'on doit, comme on dit, partager quelque chose en commun. C'est ce qui nous unit beaucoup plus qui nous divise. Et c'est ça l'importance de l'existence de l'histoire et de la géographie dans les programmes scolaires. Non pas pour une note, parce qu'on a un problème d'enseignement didactique de langue. Et combien on est tous passés par l'école quand on fait... Or, même les ingénieurs, quelle que soit la spécialité, les financiers, ils ont besoin de l'histoire. Je le répète, on ne peut pas comprendre le drame de la route de Tizintichka qui ne veut pas du tout fonctionner comme il faut avec les milliards qu'on a mis dedans si on ne revient pas à l'histoire. Et il suffit de me consulter, je leur donnerai la réponse gratuitement. Abdallah, même question, ta période préférée. Tu te Moi, téléportes je serais, comme j'ai choisi ma spécialité, l'époque médiévale. Oui, mais c'est long ça, il faut que C'est très long, mais je me sens à l'aise là-dedans. Mais quand? Tu sais, non, depuis Koussaïla, Uqba ibn Nafi' et tout ça, j'aime beaucoup ces intrigues, ces batailles, ces incompréhensions. Et très sincèrement, je redécouvre. J'ai beaucoup travaillé sur les Saadiens côté archéologique et je découvre même l'époque alawite en archéologie. Non, mais tu vas pas vivre 1000 ans, il faut que tu voilà. Choisis-nous 60 ans, 70, 100. Non, j'ose espérer. Mais là, c'est rien pour l'historien. non, mais, exactement. Mais on demande par rapport à 300 000 ans de l'homme des Roudes. L'échelle. Donc, c'est là, super. Ben, merci les amis, c'était super et on compte sur vous pour cette nouvelle saison. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.